Bonjour à tous et bienvenue de nouveau à toi Eliette pour ce second épisode de notre série sur la préconception, la grossesse, l'enfantement. Et voilà, donc je voulais voir si tu voulais un peu te représenter mais en une phrase. Ouais. Donc, merci de m'accueillir, Evelyne. Moi, je suis Eliette. Je fais des accompagnements autour de l'enfantement, de la préconception, de la conception, des IVG, des fausses couches, de tout ce qui touche à la grossesse, à la maternité et au fait d'accueillir une âme en conscience. Voilà. Je vais commencer directement avec la grande question, c'est de quelle manière peut-on vivre une grossesse de manière consciente? C'est une bonne question. Alors, il y a plein, 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 plein de manières de vivre une grossesse en conscience. Euh, En tout cas, avec pleine conscience, je ne sais pas si on peut aller jusque-là. En tout cas, avec le plus de conscience possible par rapport à là où on en est chacun sur notre chemin. Et je trouve que c'est ça qui est beau. Donc, pour commencer un petit peu tout ce chemin-là, je vais te décrire moi comment j'ai monté mes accompagnements, en fait, comment ils sont nés et comment ils ont pris forme. Euh, je dis pas que ça évoluera pas, hein, parce que tout est en mouvement, évidemment, donc il y aura forcément des choses qui changeront à certains moments. Mhm. Du coup, je commence. Donc, si on n'a pas, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, on peut aussi aller vers une conception en conscience. Donc, déjà se poser beaucoup de questions sur la grossesse, sur l'accueil d'une âme avant la conception, en fait. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on a vu sur la vidéo précédente. Et une fois que la conception est là, une fois qu'il y a des cellules qui commencent à se reproduire, que notre corps en tant que femme commence à devenir maison et qu'on commence à accueillir vraiment ce petit être qui se développe en nous, et ben j'invite vraiment les parents à aller entrer en lien, à aller entrer en connexion avec l'âme qui arrive pour s'incarner. Et ça, c'est vraiment quand je pose ces mots-là, c'est des mots que je choisis. Je dis pas l'âme du bébé ou l'âme de l'enfant. C'est vraiment, on va aller entrer en connexion avec l'âme qui arrive. Mais on va pas y aller avec nous en tant que être incarné pour pouvoir aller voir vraiment cette merveille et se détacher du visage, de l'apparence physique. Alors encore une fois, c'est selon où on en est chacun dans notre avancement, dans notre compréhension des choses, dans notre acceptation. Et si on a toujours besoin d'avoir un visage sur cette âme qu'on va rencontrer, eh ben c'est ok aussi. Voilà, on est chacun vraiment sur son chemin par rapport à tout ça. Donc vraiment aller accompagner le couple, les futurs parents, à entrer en connexion avec cette âme qui arrive, mais vraiment pour avoir une vision d'âme à âme et d'aller voir Mhm. toute cette grandeur qui se dégage, toute cette énergie, tout, qui c'est en fait qui arrive, tu vois, aller ressentir vraiment profondément qui est-ce qui arrive. Voilà, Ouais, tu vois, et c'est vraiment aller prendre le temps de cette rencontre, de sentir ces énergies-là, de juste d'aller ressentir comment on est ensemble, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des choses qui rentrent un peu en friction, est-ce qu'il y a des messages importants à faire passer, est-ce que est-ce que c'est juste un moment agréable de retrouvailles? Enfin voilà, il peut y avoir plein, 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 plein de possibilités. Et, euh, et ces connexions-là, bah, elles sont pour moi très, très belles et elles sont au début de la grossesse, le plus possible, pour pouvoir permettre aux ouais. parents de le faire le plus souvent possible pendant la grossesse. Et en fait, quand vraiment cette connexion-là est en place, je trouve, en tout cas dans ce que j'expérimente, pour l'instant dans ce que j'ai expérimenté moi pendant mon enfantement et ce que j'expérimente dans les accompagnements, c'est vraiment un outil, une mise Mhm. en place comme quelque chose comme un apprentissage en fait, qu'on va mettre en place tout le long de la grossesse pour pouvoir, le jour de la naissance, ben, que cette connexion elle soit directement établie
et que c'est un outil, et ça on le verra à la fin des explications là, c'est vraiment un outil qui va permettre de défocaliser la douleur. Voilà, mais ça Ok, ouais, j'y reviendrai tout à l'heure. parfait. Voilà, donc ça c'est vraiment la première partie, c'est apprendre à faire connaissance, ou en tout cas retrouver un peu de conscience de cette connaissance-là, parce que souvent on se connaît déjà quand même, dans la plupart des cas. Donc voilà. Ensuite, il va y avoir tout un travail plus de gestion émotionnelle, parce que quand on est enceinte, on a des changements physiques, on a des changements émotionnels, il y a beaucoup de choses qui changent, même si au début, sur les premiers mois, bah, ça se voit pas forcément beaucoup. Mais il y a tout l'intérieur du corps de la femme qui se transforme profondément. Euh, Mhm. et donc, ça va être, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est ça? Pourquoi je suis fatiguée? Pourquoi je vomis? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et donc, aller accueillir où il y a des peurs qui peuvent remonter, des grosses colères, en vouloir à certaines personnes. Voilà, accueillir vraiment toutes ces émotions-là, tu vois, pour pouvoir aller avec des outils super chouettes et toujours par le jeu, euh, pouvoir, dans le sens changer ses comportements, c'est plus, encore une fois, dans l'auto-observation, aller s'auto-observer et pouvoir se dire, ah ok, là, là, je réagis comme ça, mais si je réagis comme ça, c'est parce que derrière, j'ai un besoin non nourri. Et donc, Ouais, je vais m'apporter tout cet amour. Dans l'observation, je serai détachée de l'émotion, dans le sens où je vais pouvoir voir ce qu'il y a derrière l'émotion, tu vois, comme lever le voile, et puis voir, ah ok, derrière ça, il y a cette petite fille, ce petit garçon qui est comme ça, et qui a très très peur, ou qui a peur parce que moi, dans mon enfance, j'ai vécu ci ou ça. ouais, ok. Donc c'est un peu un nettoyage aussi quelque part, tu vois. Enfin, ça prépare à, À la bah, parentalité. de, je sais pas, à voir. Ça prépare à la Certaines... parentalité, ouais. Parce que quand tu as Ouais. des enfants, les enfants, ils sont là pour te pousser dans tes retranchements, pour t'accompagner à grandir. Mm, Et du coup, pouvoir s'observer en amont, c'est un grand, grand cadeau. Vraiment, vraiment, vraiment. mm. De pouvoir s'observer en amont et de pouvoir se dire, euh, ben, j'arrive à m'observer et du coup, quand quelqu'un d'autre va me le renvoyer, ce sera peut-être un petit peu moins difficile. Tu vois, dans Ouais, le sens où je sais que moi, déjà, je m'observe et j'avance là-dessus et je fais le maximum de ce que je peux à chaque fois. Parce que je fais avec ce que j'ai, avec les outils que j'ai pour l'instant. Donc, je fais le maximum de ce que je peux et c'est OK. Et du coup, c'est vraiment aller chercher toujours dans l'observation le maximum qu'on puisse faire en s'observant. Le maximum qu'on puisse voir de là où on en est. On s'observe, on voit ce qu'il y a et puis ensuite, on avance avec ça. je voudrais aussi qu'on parle de la place du père et même au début de la grossesse. Tu vois, donc tu parlais des émotions, des peurs, des colères, etc. et du fait que le corps de la femme change. Hmm. Comment ça se passe chez les hommes en fait? Parce que leur corps ne change pas, mais leur univers change. Enfin, voilà, comme... Est-ce que tu as un peu enfin, voilà, des choses à Alors, dire là-dessus? ouais, c'est intéressant parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je suis en train d'étudier. Et j'ai fait un appel à témoignage par rapport à ça pour tous les couples ou pour tous les individus qui ont vécu des débuts de grossesse, que ce soit des grossesses qui aient été jusqu'à terme ou qui se soient interrompues au tout début de la grossesse, d'aller observer beaucoup plus ces comportements-là et savoir, comme c'est tout le corps de la femme qui change, les comportements, etc. au début, c'est pas toujours facile de percevoir dans l'état où on est en début de grossesse avec les hormones et tout ça, que l'autre ne voit pas et ne perçoit pas ce que nous on perçoit tout d'un coup parce que toutes les perceptions sont aussi complètement décuplées en fait, tu vois. Donc c'est Mm. vraiment comment aller entrer en contact et dans l'explication en fait pour l'homme parce que tous les hommes n'entrent pas dans cette connexion-là tout de suite. Et c'est aussi ben, apprendre à leur laisser la place. Apprendre en Mm. tant que femme quelle place, vu la société dans laquelle on grandit, qui est une société patriarcale où tu dois faire ça et puis c'est comme ça, enfin voilà. En fait, Mm. je trouve que repositionner la place du père dans la grossesse, dans la parentalité, c'est une question de fond de société, en fait. Ouais. Et je trouve ça super intéressant. Moi, les accompagnements que je fais, ils sont pas que pour les mères, ils sont vraiment pour les couples Mhm. qui souhaitent cheminer. Donc après, il y a des mères qui le font seules. J'ai pas encore eu de père qui le faisait seul, mais ce serait franchement super chouette aussi. Et voilà, de pouvoir amener vraiment cette connexion-là et d'accompagner aussi la maman, si elle désire le faire toute seule, de comment aller
écouter aussi les besoins du futur papa. Comment, voilà, et du coup, c'est complexe parce que toi, t'es avec les hormones, t'es avec tout ce qui bouge, tous ces changements, tu dois réadapter toute ta vie parce que parfois, t'es épuisé, t'as qu'une envie, c'est t'allonger, et d'autres fois, t'es super malade et t'as qu'une envie, c'est de passer ta journée aux toilettes parce que t'as des nausées. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses qui se passent au début des grossesses, qui souvent, c'est compliqué parce qu'en plus, il y a ce truc sociétal où avant 3 mois, on n'en parle pas parce qu'il y a des risques de Ah fausse, ouais. parce que ceci, parce que cela. Donc, Donc, ouais, c'est mondial en fait, finalement. Parce que ben, tu vois, moi je travaille dans le domaine aussi de la santé maternelle, infantile et tout au Rwanda, et c'est aussi, tant que ça se voit pas, en fait, physiquement, dans le corps de la, enfin, sur le corps de la femme, on n'en d'accord. parle pas et limite, on va pas à la première visite. Hmm. Enfin, voilà. Je trouve ça Et- tellement dommage parce qu'il y a tellement, tellement de choses qui se passent au tout début, tu vois? Et Hmm. puis, c'est vraiment là que tout s'installe. En même temps, c'est chouette parce que ça peut aussi être un moment pour le couple de se retrouver vraiment pour fonder cette famille, pour être vraiment dans ce petit cocon, tu vois? Et en même temps, il y a des personnes pour qui c'est très, 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 très dur et il y a voilà, je trouve que c'est vraiment un équilibre à discuter aussi dans le couple bah, en fait, comment on annonce, quand est-ce qu'on l'annonce, est-ce qu'on est OK pour l'annoncer avant? Est-ce qu'au contraire, on a envie de continuer à avoir ce cocon-là et qu'on n'a pas envie de le dire à tout le monde? Parce que notre histoire, elle fait que. Et tu vois, c'est aussi ça. Est-ce que tant que les gens ils posent pas des questions à l'extérieur, ben c'est aussi OK de pas le dire si nous, on n'en a pas envie. Tu vois? Ouais, c'est ça. Et respecter C'est les choix. un peu culpabilisé aussi, je pense, si tu le dis à 5 mois. À quoi? Tu l'as pas dit avant? Enfin, je sais pas. C'est. Ouais. Ouais. Mm. Ben ouais. Et, C'est un euh, effet, et du coup, pour en revenir à la place du père, je trouve que c'est vraiment super important de pouvoir offrir cet espace-là au futur papa, de pouvoir offrir cet espace d'écoute qui est autant nécessaire pour les hommes que pour les femmes. Et que c'est pas parce que la majorité de la grossesse se passe physiquement par la femme, parce qu'il y a aussi beaucoup de papas qui ressentent tout ce que vit leur compagne, y compris les nausées et la fatigue. Ça arrive aussi. Waouh! Il y en a aussi qui font je sais plus comment ça s'appelle, des grossesses. Je sais plus Grossesse comment ça s'appelle. nerveuse? Non, non. Enfin, genre, le mec, il fait une grossesse comme la femme, sauf que bah, lui, il perd pas son bide après, mais dans la plupart des cas, il y a beaucoup d'hommes qui grossissent en même temps que la femme. Ah, Par- j'en savais rien du tout. C'est super Hmm, intéressant. hmm. Ouais. Donc voilà, Waouh. c'est vraiment pouvoir amener autant d'écoute au papa qu'à la maman, au futur papa qu'à la future maman, et vraiment avoir ce cadre-là rassurant, où c'est aussi OK d'en parler entre hommes, parce qu'il y a aussi très très peu d'espace pour les hommes pour parler de ça. Et en fait, comment tu te sens toi quand ta femme elle est comme ça et qu'elle dort toute la journée là, qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu vois? C'est aussi Mhm. voilà, c'est aussi vraiment pouvoir amener cet espace-là à tout le monde, autant les femmes que les hommes. Et je trouve ça super important. Ce qui C'est n'était pas ça. le cas au début où j'ai commencé les accompagnements. Ah ouais. Et parce qu'il y a souvent aussi des cercles de femmes, tu vois. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus. C'est même limite plus accepté que s'il y avait un cercle d'hommes où les hommes viennent Ouais. parler de ces Différent. choses-là. Mais ce serait super intéressant, je sais pas, pour tes accompagnements aussi. Enfin, je lance ça comme idée, mais de pouvoir aussi faire se retrouver des papas ou Hmm. futurs papas qui ont besoin aussi de pouvoir en discuter. Moi, je Mais trouve ça un peu délicat en tant que femme de proposer des cercles d'hommes. Parce que ouais, pour le coup, la c'est vrai. parole n'est pas similaire. Pour moi, s'il y a un cercle de femmes, en effet, c'est juste qu'il y a un cercle d'hommes à côté et qu'ensuite il y a un cercle mixte. Parce que, Mm. parce que tant qu'il n'y a pas retrouvailles, eh ben, on reste dans cette séparation-là. C'est chouette qu'il y ait des espaces pour parler entre femmes, c'est chouette qu'il y ait des espaces pour parler entre hommes. Mais pour moi, on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de retrouver ces connexions profondes et se dire, OK, on fonctionne pas forcément de la même manière, mais on a tous besoin d'avancer ensemble. Et on a vraiment besoin d'avancer sur ce même chemin-là, en fait. Donc, ok, il y a des choses qu'on peut voir chacun de notre côté, tout ça, mais c'est tellement important de remettre en commun derrière. Ouais, c'est Mm. vrai. Ouais. Super. Et tu voulais parler aussi du transgénérationnel avant que je commence à t'interrompre en parlant de la place du père. Mais du coup, je te propose que tu en parles maintenant, si ça Mhm. te va. Ouais. Du coup, le transgénérationnel, c'est quelque chose qui pour moi est important d'aborder pendant la grossesse. Mhm. Euh,
Toujours avec des exercices qui passent sous la forme de jeu et où du coup on va voir surgir des choses auxquelles on pensait pas du tout, qui vont venir refaire surface dans les liens avec les parents, dans les liens avec les frères et sœurs, dans les reproductions de schémas aussi. Ça peut être par exemple, j'ai un exemple que j'avais eu sur un accompagnement et qui je trouve est très très parlant, du coup je vais le citer. Sur une famille où toutes les premières de la lignée sont des filles, toutes les premières de la lignée naissent par césarienne, et tous les seconds qui sont, ben là du coup c'était pas homogène, mais filles ou garçons naissent par voie basse. Ah, mais c'est vraiment, voilà, allez voir ce qu'il y a derrière ces schémas, puisque ça se reproduit vraiment pour toutes les filles de la famille. Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Il y a bien quelque chose qui fait que si tous les premiers naissent comme ça veut dire, enfin voilà. Donc c'est vraiment aller chercher avec les personnes à libérer tout ça pour éviter aussi que ça se reproduise pour leurs enfants. Si c'est Mhm. quelque chose qui a été traumatique, il y a des césariennes qui peuvent super bien se vivre et on pourra en reparler à la fin de la vidéo en parlant de on va dire, plusieurs types de naissances, plusieurs manières de naître. Ouais. Mais voilà, le transgénérationnel, c'est vraiment aller chercher toutes les reproductions de schémas, tout ce qui est lourd dans notre vie et qui, on a l'impression que ça nous appartient pas en fait, mais qu'on le traîne quand même dans notre sac à dos et que c'est parfois difficile de lâcher. Donc c'est vraiment aller libérer tout ça, aller libérer aussi la jalousie, tous ces trucs-là, quoi. Donc c'est voilà, vraiment Mhm. aller creuser un petit peu et puis mettre un peu de douceur, un peu d'amour autour de tout ça et puis aller chercher quand même l'énergie qui va faire que ben, on arrive à en sortir. Voilà, il y a un moment où je pense que pour sortir vraiment de certains schémas, pour réussir à sortir ça de sa vie, il faut aussi y aller avec un peu de force et de puissance. Tu vois? Mhm. Toujours avec bienveillance, mais avec de la force et de la puissance pour aller vraiment faire jaillir cette force à l'intérieur de nous qui a qu'une envie, c'est de révéler notre nous lumière, en fait. Tu vois, notre nous euh, vrai, dans notre essence divine, dans notre nature profonde, quoi. Ah, c'est super beau. Et je me demandais, par exemple, dans l'exemple que tu as donné où toutes les premières nées naissent par césarienne, etc., comment tu fais pour... j'imagine que c'est pas toi non plus qui viens avec la solution toute faite sur le plateau, donc comment tu fais pour que les gens trouvent la cause profonde de ça et passent à travers ce transgénérationnel qui nous embête? Mais voilà, aussi tu peux utiliser cet exemple-là, ce serait chouette. Alors du coup, ça peut passer par plusieurs choses et ça va vraiment dépendre de quel outil arrive pour la personne qui est en face de moi en fait, puisque je fonctionne vraiment vraiment à l'intuition et à l'écoute des signes pour aller m'adapter à ce qu'il y a en face, ce qui vient en face. Euh, du coup, ça va être soit par des soins énergétiques, soit par des exercices jeux qui vont faire sortir l'inspiration, mais du coup, encore une fois, c'est la personne vraiment vraiment elle-même qui va chercher qui va aller atteindre la solution. Parce que moi, je suis pas là pour montrer la solution aux gens. Je suis là pour proposer des Ouais. outils, amener cette énergie-là, dans le sens, une énergie libératrice qui va faire qu'on peut passer à un autre niveau. Euh, mais c'est eux qui vont grandir avec la solution, parce que c'est toujours pareil. Si la personne sait aller chercher la solution dans une situation, bah, elle y arrivera plus facilement dans une autre qui la bloque sur son chemin que si c'est toi qui le fais à sa place. C'est Donc, clair. donc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'aller comme ça et euh, voilà. Et en fait, l'idée de travailler sur le transgénérationnel, c'est que ça va s'arrêter à toi et ça va pas être transmis plus loin. Tu vois, Alors, au moins cette situation-là où... a priori, oui. Après, ça dépend aussi avec quoi vient l'âme comme bagage. Hmm. Tu vois, il y a ça et il y a le fait que ben, le transgénérationnel, plus on conscientise de choses, plus on avance là-dessus sur se dire, ok, il y a ce bagage-là, il m'appartient pas à moi, je peux le laisser sur le côté. Comme tu vois, dans ma famille, c'est la colère et les cris, par exemple. Et quand ma mère Hmm. un jour me reprochait complètement de m'être mise en colère contre ma fille, je l'ai regardée, je lui dis, mais à un moment, il faut se poser la question d'où elle vient cette colère. Et elle est rentrée dans un état comme un monstre en me disant, mais moi, je sais d'où ça vient cette colère. Et là, je me suis juste dit, ok, donc en fait, ça m'appartient pas à moi, mais ce qui est encore pire, c'est que ça lui appartient pas à elle non plus. Et donc là, Et que ça... un re- ouais. j'ai posé un regard différent sur ma mère en lui disant,
ben, Ouais. on avance ensemble ou on fait quoi là? Tu vois? Mais c'est juste, Hmm. du coup, après, chacun avance sur son chemin, mais moi, j'ai laissé ça de côté en disant, ok, c'est plus à moi. J'ai vu aussi que c'était plus à elle. Ouais, ouais. Maintenant, c'est son chemin, tu vois, de vouloir le laisser ou de vouloir continuer à le porter ou de pas y arriver ou d'avoir les outils qu'elle arrive à attraper, tu vois. Mais pour moi, le Mhm. transgénérationnel, c'est ça. Et après, encore une fois, c'est pas parce que moi j'ai réussi à trouver une voie de sortie pour ce truc-là que ma fille y arrive complètement, même si je peux lui transmettre des outils, etc. Parce qu'elle est aussi sur son chemin d'apprentissage par rapport à ça. Ok, ouais. Donc c'est vraiment aller travailler tout ça. C'est pas forcément que lié à la grossesse, hein, c'est vraiment dans l'idée de pouvoir alléger, entre guillemets, on va dire, le bagage de l'âme qui arrive. Mhm. Et j'ai l'impression aussi dans les lignées de femmes, il y a énormément de choses à nettoyer. Enfin, en tout cas, par rapport à la mienne, c'est clair. Mm. Mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été transmises. Aussi, tu parlais de la société dans laquelle on vit, qui plaçait pas, encore maintenant, mais enfin, ça progresse, mais qui plaçait pas forcément la femme à sa juste place. Mm. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a encore, du point de vue des femmes, encore plus peut-être transcender. Je sais pas si tu veux dire quelque chose là-dessus, c'est un petit peu à côté du sujet de l'émission, mais ça me vient et j'ai l'impression que c'est un... Je pense pas que ce soit à côté parce que pour le coup c'est un sujet qui revient énormément en ce moment, je trouve, de manière générale sur les réseaux, etc. On en entend de plus en plus parler. Sur l'équilibre à trouver au sein d'un couple une fois qu'il y a un bébé, alors ça commence à se rééquilibrer peut-être un tout petit peu avec un congé paternité qui est de 1 mois pour les pères qui acceptent de le prendre. Donc Ouais. c'est pareil, le premier mois est vécu à deux, enfin dans le sens à deux parents avec l'enfant, et ça c'est pas rien et je pense que ça va changer vraiment beaucoup de choses. Euh, et c'est aussi sur ce que tu disais par rapport aux lignées des femmes, je pense que donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à travailler et ce qui me venait en t'écoutant c'était tous les non-dits. Tous les Ok. non-dits de ce que la femme porte parce que elle doit faire ci, elle doit faire ça, là, là, là. Des fausses couches, des avortements, de tout ça, et que, ok, c'est passé, on n'en parle pas trop. Hmm. Tu vois, c'est vraiment ce tabou qui va venir là de, ben oui, dans ma lignée, il y a tant de femmes, enfin voilà, ma mère ou ma grand-mère ont fait des fausses couches, des avortements, etc. Et mon arrière-grand-mère, ben moi j'aimerais bien savoir, mais elle a jamais rien dit à ma grand-mère, et ma grand-mère a encore moins dit à ma mère, et du coup, enfin, tu vois, c'est un peu aller chercher à nettoyer aussi, enfin, dans le sens, je sais pas si c'est vraiment nettoyer le terme, mais c'est plus laisser aux autres ce qui est aux autres. Et, et, Hmm. et, et s'installer soi dans qui on est dans notre réalité, et dire, ok, il y a ça en moi parce que mes ancêtres ont vécu ça, mais c'est à Et mes moi, ancêtres, j'arrête. c'est ça. Hmm. Je le dépose là, et puis moi je continue à faire mon chemin, tu vois? Ouais. Pouvoir se dire à pas porter toutes ces mémoires-là encore. C'est vraiment puissant comme processus. Mm. C'est c'est pas super évident peut-être, mais ouais. C'est... Hmm. Enfin, je pense que ce qui est nécessaire pour faire ça, c'est vraiment un engagement par rapport Hmm. à soi, de soi à soi, de, en fait, est-ce que j'ai envie de rester dans ce rôle-là? Est-ce que j'ai envie vraiment d'en sortir et de m'exprimer et de naître moi, tu vois, vraiment, de cette propre naissance Mhm. qu'on choisit de faire. Et au final, cette naissance, on peut la faire à chaque instant, tu vois. Ce qui me vient, c'est une phrase de Krishnamurti qui est mourir à chaque instant pour renaître. Je sais plus exactement comment c'est dit, mais c'est vraiment ce truc de mourir à chaque instant, à l'instant d'avant. On meurt en permanence, Ouais. tu vois, Hmm. pour renaître nouveau des apprentissages qu'on a eus juste avant. Et on est tout le temps dans cette naissance-là. Voilà. Hmm. Moi, en tout cas, c'est vraiment maintenant mon mode de vie, de fonctionnement, de me dire que j'ai toujours envie d'aller vers cette version plus lumineuse, en m'aimant encore plus, en étant encore plus, en montrant toutes mes parts de vulnérabilité et en étant juste, ok, j'en suis là, et juste en acceptant de les voir déjà moi-même et de pouvoir me dire, eh ben là j'ai vu ça dans cette situation, donc la prochaine fois je pourrais aller un petit peu, je pourrais y aller différemment en tout cas, aller expérimenter un autre positionnement par rapport à ça. C'est super beau ce que tu dis. Enfin, ouais. Merci. Tu brilles, Eliette. C'est vraiment. Enfin, voilà. Enfin, j'aime beaucoup. Ça me fait rougir. Ouais. Mais ton intention est super belle, en fait.
tu vois, dans Mm. ce que tu proposes, etc. C'est... Voilà, j'avais envie de le souligner. Et du coup, je ne sais pas si tu veux qu'on passe... Donc, on était au transgénérationnel. Est-ce que tu veux passer au type d'accompagnement que tu proposes après celui-là? Ouais, ben du coup, donc ça, ces trois phases-là, donc la phase de connexion avec l'âme, de travail autour des peurs, de toutes les émotions et du transgénérationnel, c'est quelque chose qui va se faire, on va dire, dans l'idéal avant les 6 7 premiers mois. Ok. Et ensuite, on va arriver, donc soit il y a un temps où on peut de temps en temps aller retravailler sur des peurs qui reviennent et du transgénérationnel qui revient sur certaines situations. Vraiment, garder ces deux ateliers-là comme des clés pour tout le reste de la grossesse et puis évidemment pour tout le reste après de la vie. Enfin, parce qu'en Mm. fait, ce qu'on prépare pendant la grossesse, ce sur quoi on travaille, ce sera vraiment du bonus pour le postpartum et pour la parentalité, toute la période de parentalité. Donc ensuite, l'atelier suivant, c'est un atelier que j'appelle l'ouverture des portes. C'est celui que je trouve le plus merveilleux de tous. Euh, Oh. c'est là, pour moi, vraiment, c'est là où il y a le plus de cadeaux et c'est vraiment splendide. En fait, ce que j'appelle l'ouverture des portes, c'est vraiment aller honorer et entrer dans ce nouveau passage, en fait, dans cette porte de la naissance, parce on va naître en tant que mère, en tant que père et en tant que bébé, pour l'âme qui arrive. Mais on va tous vivre cette naissance. Et donc c'est vraiment inviter chacun à aller passer cette porte-là, à aller voir, la visualiser, voir comment elle est, voir si c'est possible de l'ouvrir, si c'est pas encore possible. Euh, et puis, vraiment sentir l'harmonie qui peut se créer entre l'âme et les deux parents. Et à ce moment-là, passer la porte tous ensemble, tu vois. Il peut y avoir plein, Euh, plein de choses. Et la date de cet atelier, donc cet atelier, il se fait jamais en groupe parce qu'en fait, les dates sont jamais les mêmes pour pour les, ouais, ouais. pour les personnes. Parce que c'est vraiment une date qui est canalisée dans le sens qui vient au meilleur moment, puisque personne ne va avoir le même terme, dans le sens pas un terme arrêté sur la date qui est écrite sur le papier. Donc on peut pas Mm. dire ben, une semaine avant le terme, on se prépare pour ça. C'est vraiment... Et puis tout le monde n'a pas besoin du même temps avant la naissance pour faire ce passage-là. Il y a des gens qui vont Ok. faire ce passage-là 2 jours avant la naissance. Il y a des gens qui vont faire ce passage-là 3 semaines, un mois avant la naissance. Tu vois? Parce que Mais chacun c'est toujours avant. oui, oui, ça, Ouais. l'ouverture des portes, c'est vraiment, si tu veux, l'idée de cet atelier d'ouverture des portes, c'est vraiment un passage énergétique de la naissance. Donc, comment je peux aller, en gros, débroussailler tout ce qui pourrait me freiner physiquement lors de la naissance. Tu vois, c'est vraiment ça. Parce que, pour le coup, il y a vraiment, pour certaines âmes et pour les mamans, le moment de la naissance, vraiment ce passage physique, ce passage où l'enfant sort vraiment de l'espace in utero. Et Mm. ben, autant pour la mère peut être confrontée vraiment à cette sensation de mort. Et parce que c'est vraiment, Ah tu meurs en tant que femme, vraiment par ce passage-là. Tu meurs à ton état passé de femme. Pour devenir mère, tu deviendras une autre femme, une femme différente, tu le trouveras autrement. Mais c'est vraiment cette mort-là qui peut être... Il y a beaucoup de femmes qui racontent leur récit de naissance en disant j'ai eu l'impression de mourir, j'ai eu l'impression que j'allais mourir. Parce que c'est vraiment ça. On meurt vraiment à la jeune fille qu'on était avant pour devenir mère. On passe vraiment cette étape-là, tu vois. Et donc c'est vraiment cette étape-là. Et le bébé, lui, il peut être... si la mère se perd vraiment, le bébé aussi peut avoir cette sensation de perdition parce qu'il a plus rien pour se raccrocher. Il est vraiment entre les deux, tu vois. Parce que là, pour le coup, ouais. il est là. C'est la même chose pour le bébé, hein. Mhm. Enfin, il meurt à l'autre, Ouais, c'est enfin, ça. où il était avant. Ah bah oui. Ah bah Il oui, là, s'incarne. c'est ça. euh, C'est ça. je pense que Complètement. enfin, ça me faisait vraiment penser à ça quand tu parlais de ça pour la mère. Et Mm. alors, j'en reviens aussi, et le père, lui, est-ce qu'il peut aussi ressentir ça? Tu vois, c'est quoi? Alors, Comment un accouchement peut être ressenti j'ai dit accouchement, mais une naissance peut être ressentie en conscience par le père. Qu'est-ce qu'il reçoit, lui? Comment ça se vit? Après, je sais que tu es une femme, etc., mais est-ce que tu as eu des récits? Est-ce que... j'ai pas eu suffisamment de récits de pères sur vraiment leurs sensations au moment de la naissance. Hmm. Euh,
les pères, ils sont plus là, en tout cas dans tous les récits que j'ai, de naissance en conscience où le père est vraiment impliqué, parce que c'est pas forcément le cas partout, euh, où les pères sont vraiment là pour euh, entourer la mère et pour créer cet espace de protection. Parce qu'au moment d'une naissance, la femme a besoin de plusieurs choses, de boire, de manger, d'être rassurée, d'être protégée. Et en fait, ça va Mm. être alors à l'homme, du coup au futur papa, à la doula, à la sage-femme, aux accompagnants, aux personnes que la femme ou que le couple ont choisi pour les accompagner, d'avoir cet espace de protection. La mère, pour pouvoir enfanter, elle a besoin d'être protégée, de se sentir en sécurité. Sinon, Mhm. ben, il y a des choses qui vont se bloquer complètement. Les hormones, elles sont Ah, faites pour ça dans le corps. Les hormones, elles sont vraiment faites pour ça. Dans le sens où s'il y a un danger, ben dans le cerveau, ça se bloque. Toutes les infos, en fait, ça s'arrête de dire tu peux pas donner naissance là parce qu'il y a danger. mm. Tu Et vois? ça remonte à... Enfin, c'est quoi? C'est le cerveau reptilien. C'est Oui, vraiment... c'est ça qui se met en place. C'est tout à fait ça. C'est le cerveau reptilien, là, c'est vraiment notre Ouais. part animale qui se met en place. Et donc là, on est comme des animaux. Si on regarde les animaux qui donnent naissance, par exemple, une chatte qui est en train de donner naissance à ses bébés, donc il peut y en avoir déjà un ou deux qui est né, puis elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas, des odeurs qui arrivent, qui font qu'elle se sent plus en sécurité. La Mm. naissance des autres chatons va s'arrêter, elle va Ah, transporter ses chatons dans un endroit sûr, et ensuite elle va recommencer. waouh! Et si tu veux, ça, c'est Ok. quelque chose qui est pareil pour les femmes au moment de la naissance, dans le sens où, Mhm. ben, par exemple, on est à la maison, on est super bien, et tout d'un coup, on part à la maternité. On part à la maternité, et là, on se retrouve dans un environnement qui nous sécurise pas. C'est pas le cas partout. Il y a des endroits où on est bien reçu, il y a des endroits où on est en confiance, il y a des endroits où tout se passe bien. Mais il y a Mhm. quand même la plupart des cas où dans le milieu hospitalier, par manque de personnel, il y a beaucoup de raisons, euh, la femme se sent en danger, même si elle le verbalise pas forcément comme ça, mais il y a quelque chose qui fait que bah, c'est plus super confortable pour mettre au monde un bébé, quoi. Donc Mm. le travail se bloque, les hormones s'arrêtent, le col ne s'ouvre plus, et c'est souvent là qu'il y a déclenchement, Ah ouais, soit ouais. déclenchement, soit on donne des hormones de synthèse, etc. Sauf que on donne de l'ocytocine de synthèse, mais dans le corps, quand le corps produit de l'ocytocine, donc une des deux hormones de la naissance, il y a une autre hormone qui se déclenche. Et du coup, en fait, cette hormone-là, elle permet qu'il y ait moins de douleur, elle permet tout ça. Et si on met juste de l'ocytocine de synthèse, ben, notre corps n'efface pas la douleur. Donc, on ressent tout Mm. puissance 10 000. Waouh! Si tu observes vraiment, dans tous les récits de naissance, si tu observes toutes les naissances qui se sont passées sous péridurale ou sans péridurale, la plupart des naissances avec péridurale, tu auras des récits vraiment atroces, dans le sens avec beaucoup de douleur, etc. La plupart des récits de naissance sans péridurale, Mm. il n'y aura pas de douleur atroce. Parce que les hormones sont bien faites, le corps est bien fait, sinon on n'aurait pas plusieurs enfants. Faut le dire, hein. Mais alors, la péridurale, c'est censé justement atténuer la douleur, non? Pourquoi est-ce qu'on fait une péridurale alors dans ce cas-là? Enfin, Là, on se lance dans des grands sujets, du coup. c'est un gros débat. Alors, Je la- pense qu'on va... moi, j'ai envie de dire que principalement, la péridurale est arrivée parce qu'il y avait des anesthésistes qui étaient là de temps en temps, du coup, il fallait aussi rentabiliser ces postes-là, et que du coup, il fallait en faire plus souvent. Ça, c'est une raison. L'autre raison, c'est moins de personnel, donc il faut pouvoir étaler les naissances plus quand il y a beaucoup de femmes qui arrivent. Du coup, ah bah elle est là, oui, mais attends, elle est un peu trop dilatée, il va falloir lui ralentir le travail. Donc, on lui met une péridurale, ou on dose un peu plus la péridurale, et du coup, on a le temps de s'occuper de celle qui est vraiment en train d'accoucher à côté. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment des accouchements. J'ai une petite parenthèse, différence entre Mhm. accouchement, enfantement. Donc moi, j'utilise plutôt les mots enfantement et naissance, et qui sont pour moi plus naturels, plus physiologiques en fait. Et à côté, il y a l'accouchement, donc qui vient vraiment de la femme est couchée. Et la position de la femme couchée pour donner naissance, c'est arrivé avec l'entrée des gynécologues Mhm. dans la naissance, en fait, où les médecins avaient besoin de voir ce qui se passait. Et donc pour eux, la position la plus confortable, c'est ça. Sauf que, je suis désolée, en fait, la femme ne doit pas s'adapter au médecin, mais le médecin s'adapter à la femme. Mhm.
Donc voilà, là on va vraiment chercher dans des sujets plus profonds, on va dire, de quelles sont les possibilités pour donner naissance. Mm. Et j'ai vraiment envie de dire quelque chose qui pour moi est important. Euh, Avant de donner naissance à ma fille, avant de naître mère, j'avais vraiment ce truc-là de moi je voulais accoucher à la maison, mais le père de ma fille ne voulait pas. Du coup, j'avais choisi le plateau technique qui était plutôt rassurant pour lui. Et puis, comme j'ai accouché à 5 mois et 3 semaines, tous ces plans ont été fichus à l'eau. Et du coup, j'ai accouché en hôpital, dans une structure qui pourrait être ultra stressante parce que naissance de préma à 5 mois et 3 semaines, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui passent dans tous les sens. Mais le Ah plus ouais. important, vraiment le plus important pour moi, c'est de pouvoir rester dans sa bulle et que la mère se sente protégée. Moi, j'étais accompagnée d'une force mais absolument phénoménale. Je peux pas dire que j'étais Mm. accompagnée du père de ma fille, hein, mais il était là physiquement, mais il servait pas à grand-chose d'autre. Et j'étais vraiment accompagnée d'une force phénoménale où les médecins pouvaient dire ce qu'ils voulaient. Moi, j'avais eu les infos et j'étais ultra connectée à ma fille, donc je savais ce qui allait se passer, dans le sens où j'avais vraiment cette certitude profonde, profonde au fond de moi. Il me parlait de césarienne, il me parlait de plein de trucs, et je leur disais, mais vous en faites pas, ma fille, elle va naître, pas avoir. Bah, je le sais, en fait. Et il Mm. y a encore beaucoup trop peu de femmes qui arrivent à imposer leur vérité intérieure, à imposer ce qu'elles ressentent. Et au moment de la naissance, encore plus que tout autre moment, c'est ça le plus important. De dire c'est la Ouais. femme qui sait. Il n'y a que la femme qui sait. Vraiment. Pour s'occuper d'un nouveau-né. La personne qui sait le plus, c'est la mère. Le père peut être là pour faire beaucoup de choses aussi. Mais vraiment, vraiment, l'enfant, il a grandi pendant 9 mois à l'intérieur du corps de la mère. On dit souvent 9 mois dedans, 9 mois dehors. Donc, Ok. pendant minimum 9 mois, il y a encore besoin d'un rapprochement très fort entre l'enfant et les parents, qui du coup, là, peut se passer autant sur la mère que sur le père. Vraiment. Ça dépend de l'implication de chacun, ça dépend de l'équilibre dans le couple, voilà, ça dépend de plein de choses, mais c'est vraiment le 9 mois dedans, 9 mois dehors, il est important. On n'est pas du tout prêt, on n'est pas du tout autonome, on est complètement dépendant de nos parents, on peut rien faire sans eux. Ouais, c'est dingue. Donc, euh, donc voilà, tout ça pour dire que vraiment pour moi, peu importe l'endroit où on accouche, où on donne naissance, que ce soit à la maison, entouré d'une doula, d'une sage-femme, des personnes qu'on aime, dans un environnement qui est super serein pour nous, que ce soit à l'hôpital, dans un environnement qui est pas forcément serein pour nous, on est responsable vraiment de notre sécurité intérieure. Et notamment par le fait de se reconnecter à l'âme à ce moment-là. Parce qu'on n'est pas seul à donner naissance. On est deux à naître en même temps. Mm. On est trois avec le papa. Mais voilà, c'est vraiment ce trio-là qui doit naître ensemble. Et là, le papa, lui, son rôle, c'est aussi d'assurer cette protection-là. Mm. Voilà. C'est ça. Et d'être là en soutien de la mère. Voilà, c'est Waouh. vraiment, pour moi, on peut donner naissance n'importe où. Vraiment, je peux en témoigner parce que je voulais absolument pas donner naissance dans un hôpital, absolument pas dans cette position-là, absolument pas tout ce qui s'est passé. Mais j'ai vécu un enfantement magnifique, vraiment, parce que j'étais dans ma puissance et dans ça et que c'était pas du tout un environnement pour lequel j'aurais rêvé ça. Et du coup, j'ai vraiment envie de dire, ok, à l'hôpital, il n'y a pas beaucoup de moyens. Ok, il y a beaucoup de problèmes de personnel. Il y a des non-respects, il y a des violences, etc., qui sont faites sur les femmes et sur les couples de manière générale, juste avec des mots. Mais il y a avant tout une chose, c'est travailler sa sécurité intérieure. Vraiment, vraiment, vraiment. Mm. Vraiment super fort, en fait. Parce que cette sécurité-là, une fois qu'elle est établie, elle peut être valable partout. Que ce soit dans une voiture, dans un champ, à la maison, à l'hôpital, voilà. Ta sécurité, une Ouais. fois qu'elle est là, ton enfant, il peut arriver. Waouh. C'est vraiment aussi pour déstigmatiser. Alors, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire qu'il y a beaucoup trop de violence à l'hôpital, mais je l'ai vu vraiment en tenant tête aux médecins, en affirmant ma position, que en fait, les médecins, quand ils ont une femme qui s'affirme en face d'eux, ben, ils ont plus du tout la même position. Ils ont juste Mais pas ils du n'ont tout la pas vie. de choix que tu Bah, vois. Enfin, en fait, quand un médecin te dit, lui, il est dans son protocole, il te dit, bah, on va faire ça, 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 là, si ça avance pas plus, on va partir en césarienne. Et que toi, tu le regardes et tu dis, ah non, ça va pas partir en césarienne parce que ma fille, elle est là, elle est prête à naître. Moi, je le sais parce que moi, je suis connectée avec elle. Toi, t'es pas connectée avec ma fille. Toi, t'as juste tes protocoles et tu sais comment dans tes protocoles ça se passe.
mais t'es pas dans mon corps. Et c'est ça qui est Mm. important. C'est vraiment de pouvoir affirmer ça et de dire, ça, c'est comme ça pour moi. Et si les personnes autour de vous vous écoutent pas tout le suivi de la grossesse, allez voir d'autres gens. Vous n'êtes pas lié à un médecin. Vous n'êtes pas lié à une sage-femme. Si le discours n'est pas en accord avec vous, allez voir ailleurs. Essayez 10 sages-femmes si vous voulez. Mais trouvez quelqu'un qui vous correspond, vraiment, et qui est capable de vous écouter. Mhm. Ouais. Super important. Mhm. Hmm. Waouh. J'ai l'impression qu'on vient de couvrir tellement de choses d'un coup. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais. c'était assez intense. C'était Ouais. pas du tout prévu qu'on parle de tout ça, mais en fait, c'est super Et chouette. quand tu parles aussi des péridurales, etc., et bon, un peu gros sujet, ça m'a fait penser au documentaire que Lina est en train de faire là, Hmm. que j'ai trouvé sur Instagram par hasard. Ben, ça montre vraiment l'hospitalier, quoi. Ça montre comment les femmes sont traitées, ça montre comment elles sont accueillies à l'hôpital, mais ça montre aussi, et vraiment, ça c'est quelque chose qui est pas du tout pointé, je trouve, ça montre aussi à quel point les couples se soumettent totalement à la médecine. Et ça, en fait, pour moi, c'est vraiment difficile à voir. De Mhm. qui tu es, en fait, c'est pas parce qu'il a un diplôme qu'il connaît qui tu es. Travaille sur toi, connais-toi toi-même. Et une fois que tu te connais, dans ces cas, tu peux l'affirmer aux autres, tu peux l'affirmer au monde, tu vois? Dans le sens, si tu établis vraiment cette connexion avec ton bébé au moment de la naissance, personne ne peut t'enlever ça. Personne ne peut t'enlever cette connexion, cette connaissance de ce qui arrive. Si tu as fait le Mhm. travail pour enlever toutes les peurs, si tu as fait vraiment ce passage de porte pour y aller en paix, en fait, pour y aller vraiment avec beaucoup d'amour, d'aller chercher cette rencontre-là, tu vois, de tout ce qui va se passer après. Juste affirme-le au médecin. Parce que les médecins, ils connaîtront jamais mieux que toi ce qui se passe dans ton corps. Jamais. J'ai beaucoup évolué, moi, dans ma perception des choses et dans ma compréhension aussi des choses, dans le sens où, vraiment, avant, pour moi, une césarienne, c'était un échec, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Euh, Ouais, Et je pense vraiment, et maintenant, il y a des médecins, notamment Michel Audin, qui est vraiment une mm, pointure dans le respect de la naissance. Enfin voilà, hein, c'est, je pense, la ouais. pointure vraiment en France à citer, du respect des femmes et de l'enfant, enfin du couple en général et de l'enfant, et de pouvoir, bah voilà, lui, il explique que le mieux, en fait, c'est que la naissance puisse se déclencher seule et que la césarienne soit programmée, mais pas à une date précise. Elle soit programmée à partir du moment où la maman rentre en travail. Et à partir du moment où la femme rentre en travail, on sait qu'il va y avoir complications, donc on peut partir vers une césarienne. Et donc là, on peut aussi, en faisant une cicatrice, donc en ouvrant le ventre, on peut aussi laisser la possibilité au bébé de naître. Le bébé, il saura naître et sortir du ventre de la maman. Il sait Ok. ça. J'ai vu des, Même pour les césariennes, il faut ouais. pas le J'ai prendre en vu des fait. vidéos absolument magnifiques où le bébé sortait tout seul du ventre de la mère. Waouh. Juste, Ouais. ayons confiance, vraiment, ayons confiance en nos enfants. Ils savent tellement, tellement de choses, mais vraiment, ils ont tellement à nous apprendre, à nous enseigner. Et que ce soit par voie basse ou par césarienne, les naissances peuvent être absolument formidables. Mais toujours Mhm. pareil, dans un cadre respectueux, dans un cadre serein, sécuritaire, enfin tu vois, dans le sens où la maman peut se sentir en sécurité. Et je pense qu'aussi, il y a cette intelligence du corps qu'on oublie souvent, en fait. Le corps sait. Enfin voilà, moi, j'ai Le pas, corps, il enfin, sait. j'ai encore jamais accouché, hein, mais Le corps, voilà, il j'en sait parle. naître. Et pas, vraiment, et je mais pense que moins on en sait, et plus c'est facile de naître, de donner naissance. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, j'ai accouché 5 mois et 3 semaines, je connaissais rien, j'avais fait aucun cours de prépa. J'avais juste eu des récits de ma mère, de personnes autour de moi, de comment c'était les naissances. C'était des beaux récits. J'en avais eu aussi des catastrophiques, mais je savais rien vraiment de comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les étapes, qu'est-ce que tu ressens, comment c'est. Et hmm. en fait, il y a vraiment, et ce truc-là que je trouve super important aussi d'en parler, cette étape qu'on appelle la poussée. Le moment où, par exemple, dans les films ou dans les récits, on dit bah, la sage-femme m'a dit de pousser, ou alors on entend la sage-femme dire poussez, madame. Ok, une femme ne doit pas pousser quand elle donne naissance, à moins d'être sous péridurale et de ne plus savoir, enfin voilà, de ne plus être en contrôle de son corps. Une femme Ouais. ne doit pas pousser. Le corps sait faire.
je n'ai jamais poussé pour donner naissance à ma fille. Toutes les femmes qui enfantent vraiment, dans le sens avec des naissances physio et qui en sont ravies après, diront toutes la même chose. Le corps, je n'ai pas poussé. Les corps Mm. s'harmonisent entre la maman et le bébé. Et du coup, pour moi, vraiment, avoir cette connexion d'âme, elle amène encore plus à ça, elle amène encore plus de puissance là-dedans. Les corps s'harmonisent. Et la maman et le bébé, tout dans le corps pousse. Mais c'est pas une poussée dirigée, c'est pas quelque chose qu'on va vouloir faire avec la tête et donner l'ordre à notre corps de faire. C'est vraiment les deux corps qui arrivent, qui s'harmonisent profondément. Ce qu'il faut rechercher, je pense que c'est vraiment cette harmonisation-là, tu vois, Mm. de vraiment aller chercher, vraiment aller ça peut être appelé la vague ou le voyage de la naissance et tout ça en fait. Vraiment laisser le corps faire. Et là, le bébé, il va sortir avec beaucoup plus de douceur. Et si on se Mm. focalise sur ça, sur ces ressentis-là, sur cette connexion avec le bébé, on défocalise de la douleur. Et donc, si on défocalise de la douleur, on n'est pas à se dire ah j'ai mal, ah ça fait mal, ah mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, là, on va commencer à engager de la souffrance psychique. Mm. Parce que si on focalise sur la douleur, et on ne garde que ça, et ben du coup on l'alimente mentalement et ça devient une souffrance. Et si c'est une souffrance, ben là du coup il y a des mémoires qui restent parce qu'on l'ancre un peu partout. Si vraiment Mm. on suit ce truc-là et que ben il y a pas de douleur. En tout cas, Non. c'est éprouvant, bien sûr, hein, on fait passer une tête de bébé euh, Ah, par notre ouais, tu corps, sais, je par me notre souviens. vagin, Enfin, par notre vulve, donc ouais, forcément tous les tissus ouais. se dilatent. Mais en fait, le corps est fait pour ça, quelle que soit la taille du bébé. Et actuellement, les naissances qui se passent dans le sens non assisté médicalement, il y en a très peu. Il y en a très peu. Donc c'est juste Mm. en tant que femme, je vous invite vraiment à reprendre confiance en votre corps, en vos cellules. Votre corps, il sait faire vraiment, vraiment, vraiment. On est programmé pour ça. Que Mm. ce soit par voie basse ou par césarienne, le corps, il est capable de faire ça. Vraiment. Mais juste apprenez à vous faire respecter par le corps médical qui est autour de vous. Apprenez à aller chercher d'autres personnes si c'est pas juste pour vous. Aller louer un gîte dans un autre endroit loin de chez vous. Ça peut paraître compliqué et Ouais, demander une logistique qui peut être une charge mentale supplémentaire. ouais. Mais je trouve que vraiment ça en vaut la peine. Et je connais plusieurs personnes qui ont fait ça. Euh, Parce que vraiment pour avoir un suivi qui leur correspond, pour avoir des personnes qui peuvent être à l'écoute en fait. Et juste pouvoir offrir ça parce que la naissance, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est une je sais pas exactement quel mot prendre, mais qui est comme une trame pour notre vie en fait. Notre naissance, Ok. c'est un peu comme l'impulsion de la vie, tu vois. Et si cette Ouais. étincelle, elle est super belle, super lumineuse, avec un bel accueil, et ben waouh! Et après, il faut pas non plus culpabiliser si ça s'est pas passé comme ça. C'est ok, parce que c'est aussi une expérience. Mm. Simplement, je vous invite vraiment, quelle que soit la manière dont se passe votre naissance, la naissance de vos enfants, à vraiment poser beaucoup, beaucoup de douceur, à ne pas hésiter à en parler, à dire en fait moi là je me suis pas sentie respectée, là j'ai pas senti qu'on m'avait laissé dans ma puissance, là j'ai pas réussi à faire ça. C'est important de venir poser ces mots-là. Parce que c'est aussi vraiment, vraiment important de venir écouter les femmes dans ce qu'elles ont vécu. Et même si on avait planifié quelque chose de super bien et que ça s'est pas du tout passé comme ça, pour moi, dans la préparation à la naissance, il y a beaucoup de trucs autour du projet de naissance, tout ça. C'est super d'écrire un projet de naissance. Mais quand on l'écrit, il faut apprendre à le déconstruire. Vraiment. Mm. C'est super important. Parce que si on écrit un projet de naissance et qu'on dit, moi, je vais donner naissance comme ça, Ah ouais, non, ça se passe pas comme ça. il y a une chance pour Ça mille que peut. ça se passe comme ça. Vraiment. Mm. C'est tout petit. La probabilité que ça se passe vraiment comme on a souhaité tout du début jusqu'à la fin. La probabilité, elle est minuscule. Vraiment. Mm. C'est juste, ok, il y a ce projet-là, mais est-ce qu'il y a des peurs derrière? Et derrière, c'est quoi les peurs de ce projet de naissance? Est-ce que c'est les peurs de faire ci? Est-ce que c'est les peurs de ça? Eh ben, on va aller les déconstruire, petit à petit. Et on déconstruit toutes les peurs qu'il y a derrière le projet de naissance. Et plus Mm. on déconstruit les peurs qui sont soulevées par ça, plus on va mettre d'apaisement sur cette étape-là. Ouais. Tu vois? Et c'est vraiment amener le plus de paix possible. Voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de moi j'ai eu un super accouchement et moi j'ai eu un accouchement affreux, je suis nulle, je sais pas donner naissance. C'est pas du tout ça. Vraiment, il n'y a pas du tout de jugement autour de ça. On fait encore une fois
comme on peut, avec les outils qu'on a et avec ce qu'on a besoin de traverser. Je pense juste qu'on a la possibilité d'avoir des outils pour aller vers cette étape-là plus sereinement, Mhm. pour l'appréhender plus sereinement. Et Et du est-ce que coup, tu peux dire oh, quelques mots sur le postpartum aussi? oui, c'est exactement la transition que j'allais faire. Et du coup, Parfait. voilà, toutes ces étapes-là avant, elles vont aussi nous amener de la force pour le postpartum. Notamment, je pense, sur cette ouverture des portes pour se préparer à la parentalité, pour vraiment aller dans ce chemin-là. Et du coup, le postpartum, c'est une étape qui peut être super difficile. La Mhm. clé, je pense, c'est vraiment de pouvoir s'entourer de personnes de confiance, non jugeantes, qui vont nous amener des choses à manger, qui vont venir faire le ménage chez nous si on arrive et on accepte de lâcher prise pour que quelqu'un vienne faire le ménage. Euh, qui vont venir ranger, qui vont s'occuper des grands s'il y a des grands frères et des grandes sœurs, qui vont être là pour nous accompagner pour faire une sortie. Parce que, en fait, on est entouré pendant toute la grossesse, tout le monde veut savoir mieux que toi ce qui se passe dans ton corps. Et au moment où le bébé est né, bah, il n'y a plus que le bébé qui compte. Et la maman, eh ben, la maman, elle a vécu tout ce qu'elle a vécu et elle est laissée un peu dans son coin. Et donc elle reste là avec son bébé qui pleure une grande partie de la journée, pour beaucoup, hein, c'est pas vrai pour tous les bébés. Mais ça se passe quand même beaucoup comme ça, de, en gros, quand t'es jeune maman ou jeune papa, tu passes ton temps à allaiter ou à donner les biberons, à changer des couches et à calmer ton bébé. C'est un peu ça, hein, les premiers temps du postpartum, mais ça peut durer longtemps. Ben, c'est épuisant. Là, t'es vraiment mis face à tes limites de fatigue quand t'as un bébé en bas âge. Quand t'as un bébé ou un enfant en bas âge, en fait, ça, ça va loin. Encore une fois, c'est différent pour toutes les familles, c'est différent pour tous les bébés. Mais, mais voilà, c'est vraiment aussi prendre conscience que ben derrière, c'est pas juste Hey, j'ai accouché, j'ai un petit bébé, il est tout rose, regarde la belle photo. Non, la réalité, c'est pas ça. C'est pas ça la réalité. C'est juste, j'ai un petit être qui est complètement dépendant de ses deux parents ou des membres de la famille qui l'entourent. Mais bon, globalement, dans les premiers mois, c'est quand même chouette d'avoir ce cocon un peu restreint, quoi, que le bébé il passe pas de main en main. Ouais. Voilà, c'est aussi important pour lui de respecter ça en fait. C'est pas un jouet, c'est pas une poupée, c'est pas un objet, c'est un être vivant qui Mhm. a aussi ses affinités avec les personnes qui sont autour, même déjà à la naissance, et qui comprend tout ce qu'on dit de lui. Ouais. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont importantes et vraiment pour préparer le postpartum, entourez-vous de gens en qui vous avez pleinement confiance et qui pourront être là pour vous dès que vous en avez besoin. Vraiment, vraiment. Et en fait, la naissance n'est pas terminée à partir du moment où le bébé est né. La naissance est terminée à partir du moment où le placenta naît. Donc le placenta, il va naître après le bébé. Je voulais poser Et la question. ouais, voilà. Et on pourrait dire que la Ouais. naissance est terminée quand le placenta sera sorti également. Et ça, c'est super important. Il y a un livre qui a l'air absolument magnifique, qui vient d'être transmis, qui vient d'être traduit en français. Je ne sais pas quel titre il va avoir en français, mais en anglais, il s'appelle Placenta, The Forgotten Chakra. Et donc, a Hmm. priori, donc j'ai vraiment hâte de le lire en français pour en parler plus. A priori, le placenta est aussi considéré comme un chakra oublié, en tout cas dans nos civilisations. Il y a plein de civilisations où le placenta ne sera jamais séparé de l'enfant avant que le cordon tombe tout seul. Donc voilà, après c'est les choix Ouais. de chacun, à chacun de se renseigner sur ça, mais, euh, mais vraiment ne pas considérer le placenta comme un déchet. C'est parce que Ouais. votre enfant a été nourri pendant 9 mois et c'est juste tellement important de pouvoir l'honorer et de pouvoir euh, ne pas le considérer comme un déchet, quoi. Vraiment. Ouais, c'est ça. Et, et le top du top, enfin, le minimum, on va dire, qui font partie des recommandations de l'OMS quand même, mais qui sont rarement respectées, c'est d'attendre que le cordon ait fini de battre avant de le couper. Vraiment de Ah. laisser le bébé Donc ça veut attaché. dire que le placenta soit mort quelque part en Non, fait. pas du tout. C'est ça. En fait, si tu veux, dans ces types de naissances-là, donc il peut y avoir soit on coupe le cordon tout de suite, soit on attend Hmm. quelques temps qu'il arrête de battre. C'est pas forcément très long, ça peut être 5-10 minutes, enfin voilà, c'est pas des temps très très longs. Et sinon, il y a ce qu'on appelle le placenta lotus ou semi-lotus.
enfin bébé lotus ou semi-lotus. Et c'est vraiment, on va garder le placenta dans une panière ou dans un sac à côté du bébé, sur lequel on va mettre des sels et des herbes pour l'accompagner à sécher, où le sang En fait, dans le placenta, il y a une partie avec le sang de la mère, une partie avec le sang du bébé, il y a les échanges qui se font au travers des membranes, de nutriments, etc. Et donc c'est vraiment laisser le temps au bébé de récupérer tout son sang, parce qu'en fait, il y a quand même un tiers du sang du bébé qui est encore dans le placenta. Et donc, si on laisse le temps de cette connexion-là, encore plusieurs heures ou une demi-journée, et ben ça c'est ce qui est appelé semi-lotus ou demi-lotus, je sais plus exactement comment. Du coup, ça va laisser vraiment le temps au bébé de récupérer son sang. Voilà, ça c'est une chose. Et donc, bah, du coup, c'est plus facile d'avancer après. Ah Euh, bah oui. et Voilà. donc, bébé lotus, c'est vraiment, tu gardes à côté du bébé pendant, en général, c'est 3 à 7 jours max, je pense, quelque chose comme ça. Laisser le temps au cordon de sécher tout seul et de tomber. Et en fait, du coup, il n'y a plus de soin de cordon, il y a plus tout ça. Il y a juste, ben, sur le placenta, aller changer plusieurs fois par jour le sel et les herbes pour en rajouter, pour vraiment que ça se putréfie pas en fait et que ça sente pas bon. Vraiment voilà, le faire sécher avec ces techniques-là. Et Bon, puis l'enterrer avec respect, quoi. ben voilà, ouais, après il y a beaucoup de gens qui plantent des arbres avec un placenta, ou qui enterrent le placenta au pied. Moi, je crois que l'arbre, il doit pousser vachement vite. Ben, franchement, quand on voit l'effet de mettre du sang de règle au pied des plantes, l'effet que ça a dessus, bah, j'imagine que de poser un placenta au pied d'un arbre, c'est immense, quoi. Waouh. Je sais pas sur quoi tu as envie de finir pour cet épisode, parce qu'à mon avis, on touche à la fin avec tout ce dont on a Ouais. parlé. Et en sachant qu'il y a aussi l'épisode d'après sur les interruptions de grossesse. Mhm. Donc si tu peux faire voilà, une conclusion qui fait un peu la transition. Ouais, du coup, Ouais, j'ai bien envie de conclure sur la question du début, en fait, de comment vivre une grossesse en conscience. Euh, Hmm. ben, Alors pour moi, la clé de bien vivre une grossesse en conscience, c'est vraiment d'être dans l'auto-observation le plus souvent possible. Et l'auto-observation, du coup, dans ce cadre-là, ça va pas rentrer que pour soi-même, mais pour l'auto-observation aussi dans le couple. De comment on est l'un face à l'autre, comment on est dans ces échanges, dans ces discussions, dans tous ces moments autour de la grossesse, autour de cette construction de la famille, en fait. Vraiment aller dans l'auto-observation, dans la bienveillance envers soi, envers l'autre. Euh, Vraiment essayer de créer cette cohésion et cette fluidité entre les uns et les autres. C'est ça. Mm. Ah, super. Ben, en tout cas, je te remercie pour tous tes partages. Je pense que c'était super riche. Merci. Voilà, si aussi les gens veulent te contacter, je vais mettre les informations en dessous. Mais si vous ont des questions, etc., je pense que enfin, tu pourras leur répondre dans la mesure du possible. Et, euh, et voilà. Enfin, voilà. Pour moi, c'était vraiment un grand plaisir et un honneur qu'on puisse parler de ces sujets-là parce que c'est vraiment pas beaucoup encore abordé de cette manière-là et c'est vraiment important maintenant de commencer à switcher et à voilà, enfin, à parler de ces sujets et d'autres aussi, mais avec davantage de conscience et dans la bienveillance. C'est vraiment ce que tu amènes aussi de le respect. Et ça s'est pas bien passé, c'est ok, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de honte à avoir ou quoi. Et voilà, on avance ensemble. Voilà, du coup, je te Merci. remercie et je vous invite à regarder aussi l'épisode d'après sur les interruptions de grossesse. Mhm. Merci. Ciao. Ouais.